Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Larry Johnson, un ancien analyste du renseignement de la CIA. Le sujet est la diplomatie internationale de Trump. Il semble déterminé à réorganiser la plupart des relations de l'Amérique dans le monde. Peut-être pouvons-nous commencer par le Moyen-Orient, une partie du monde où il semble y avoir beaucoup de continuité. La grande histoire, je suppose, est le Yémen. Encore une fois, commencez à attaquer le Yémen. Je ne suis pas sûr de ce qui peut être accompli, qui n'a pas été réalisé au cours de la dernière décennie d'attaque. Mais comment voyez-vous la probabilité de succès? Je ne suis pas sûr de la façon dont le succès serait mesuré ici, comme l'ouverture des voies maritimes, mais il ne semble pas que cela va se produire. Comment se déroule la campagne de bombardement jusqu'à présent? Eh bien, admettons que le Yémen soit vraiment un prétexte pour essayer d'initier une guerre avec l'Iran. Et nous avons maintenant, je pense, de bonnes preuves de cela grâce à Jeffrey Goldberg, un journaliste qui a ajouté à un Signal, vous savez, l'application Signal. Il est entré dans un chat de groupe qui comprenait le directeur de la CIA, le directeur du renseignement national, le secrétaire à la défense, le vice-président, Dieu sait qui d'autre, environ 17 personnes. Et tout cela s'est passé avant le début des bombardements du Yémen, le 15 mars. Et vous savez, ce bombardement n'a pas été provoqué par une action du Yémen. Quand Trump avait négocié par l'intermédiaire de Steve Witkoff un cessez-le-feu à la mi-janvier entre le Hamas et Israël. Eh bien, à ce moment-là, les Houthis ont dit « Eh d'accord, bien, nous allons arrêter de bombarder et d'attaquer les navires. » Ils sont donc entrés dans une période où ils n'essayaient pas agressivement d'arrêter tout transport maritime vers Israël, car ils voyaient cela comme un moyen de participer au cessez-le-feu. La raison entière des Houthis pour s'engager dans ce genre d'activité, qui a été qualifiée par les États-Unis de piraterie, était d'essayer de protéger ou d'aider le peuple palestinien. Mais, vous savez, les États-Unis ont lancé cette attaque et la rhétorique publique accusait, eh bien, nous ne sommes pas faibles comme Biden, nous sommes forts, nous sommes puissants. Et donc, une fois de plus, vous avez un groupe aéronaval dans la mer Rouge, et cela est toujours accompagné de 2 destroyers et d'un croiseur, normalement. Et le but du destroyer et du croiseur est de protéger le porte-avions contre les missiles entrants. Ce que l'administration Trump et l'administration Biden ont découvert, c'est qu'ils ne peuvent pas larguer suffisamment de bombes sur le Yémen pour empêcher le Yémen de pouvoir tirer des missiles et des drones sur les navires et même des missiles balistiques sur Israël. C'est le numéro 1. Numéro 2, ces navires utilisent un système de défense antiaérienne appelé système de lancement vertical, un système VLS. Il y a des tubes intégrés dans le pont du navire et ils tirent un missile. Une fois que ces tubes sont vides, la seule façon de les recharger est d'aller à un port et d'utiliser une grue pour les mettre littéralement dans les trous. Parce que chacun de ces tubes contient 96 missiles, et normalement, si vous avez un missile balistique entrant, vous allez tirer au moins 2 de ces missiles parce qu'ils sont conçus pour toucher physiquement le missile entrant et le faire désintégrer. Eh bien, faites le calcul. Si les Houthis tirent 20 missiles, cela signifie que le destroyer va tirer 40 missiles. Et si les Houthis tirent 20 missiles 3 jours de suite, cela fait 60. Tout d'un coup, nous en sommes à 120, et ce navire ne transporte que 96. Donc, il y a des moyens pour que les Houthis puissent effectivement épuiser les réserves de ces navires. Mais maintenant, cela devient plus intéressant parce que vous dites, eh bien, nous en commanderons plus depuis l'entrepôt. Oui, il y a une production limitée. Je pense que le dernier chiffre que j'ai vu était en 2018. Il n'y en avait que 660.
Donc vous savez, les États-Unis, l'administration Trump agit comme un garçon de 14 ans, pensant émotionnellement, pas rationnellement, et ils ne prennent pas le temps de s'asseoir et de compter le coût. Si nous allons faire cela, qu'allons-nous accomplir? Donc je vois leur diplomatie, je l'appelle la diplomatie de la grenade à main. Vous savez, ils retirent la goupille, roulent la grenade à main, elle explose. Ils n'ont aucune idée de ce qui va être touché, mais ça fait beaucoup de bruit, crée de la fumée, et cela peut être une distraction ou peut être mortel. Oui, Trump a investi beaucoup de capital politique ou de crédibilité parce qu'il allait effectivement utiliser sa pression maximale pour forcer le Yémen à arrêter d'attaquer les navires. Mais comme vous l'avez souligné, la source du problème était l'effondrement de ce cessez-le-feu. Donc il n'y a pas de volonté à Washington de... Je suppose que s'ils reconnaissent que c'est la source du problème, ils devraient légitimer le Yémen, ce qui est un grand nom. Légitimer leurs actions, je suppose. Mais le principal problème maintenant est-il juste le coût? Les missiles sont assez peu coûteux, je suppose, ceux tirés par le Yémen. Certains d'entre eux le sont, du moins les drones. Le Palestine 2, qui est leur missile balistique hypersonique, est en fait bon marché. Ce n'est pas au prix d'une Lamborghini, mais ce n'est pas non plus un qu'ils vont utiliser de manière indiscriminée. Mais quelle est la probabilité qu'ils commencent à couler des navires de guerre à proximité? Ou gardent-ils une distance appropriée? À quel point est-ce organisé? Je pense que c'est le vrai risque. J'estime le risque à plus de 70% que les Houthis finissent par toucher l'un de ces navires de guerre américains et le couler. Le vrai, vous savez, le gros poisson serait de toucher le porte-avions. Mais s'en prendre au Yémen n'est pas vraiment leur politique. Vous savez, ils ont abandonné dès le premier week-end quand vous aviez Michael Waltz, le conseiller à la sécurité nationale, Rubio, le secrétaire d'État, Trump, Pete Hegseth. Ils disaient tous la même chose, que le Yémen, vous savez, ils s'en prennent à l'Iran. Ils tiennent l'Iran pour responsable. Ils croient que la seule façon pour les Houthis d'avoir ces missiles est à cause de l'Iran. Vous savez, j'ai entendu de Pepe Escobar que ce n'est probablement pas vrai. Mais, vous savez, à Washington, la vérité n'a pas d'importance. Tout tourne autour du récit et de la perception, et vous savez suivre le scénario. Alors ils ont adressé cet avertissement sévère à l'Iran. Je crois qu'il est très probable qu'avant la fin du mois de mai, les États-Unis attaqueront l'Iran. Maintenant, certaines choses pourraient se produire pour empêcher cela. Et mon bon ami Ray McGovern a un point de vue différent à ce sujet. Il ne pense pas que cela va arriver. Mais je prends les gens de Trump au mot à ce sujet. Je veux dire, souvent, on peut ignorer ce que Donald Trump lui-même dit. Mais quand vous avez toute la bureaucratie de la sécurité nationale, ces dirigeants qui disent la même chose. Et ils sont insensés parce que nous avons vu via Steve Witkoff, qui est l'émissaire que Trump a utilisé à la fois pour les négociations de paix au Moyen-Orient et maintenant avec la Russie et l'Ukraine, qu'il a affirmé, et nous avons vu cette même affirmation de Michael Waltz, que la défense aérienne de l'Iran a été mise à nu, elle a été détruite le 27 octobre. Eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai, mais c'est ce qu'ils croient. Et ce qui m'inquiète, c'est que lorsque des gens croient à un faux récit, qu'ils font des suppositions et qu'ils agissent en conséquence, eh bien, les conséquences qui en découlent peuvent être graves. C'est comme, vous savez, si vous êtes debout sur un toit et que je vous dis « Hey Glenn, ce n'est qu'une chute de 3 pieds. Faites-moi confiance. » C'est l'hypothèse. C'est une chute de 3 pieds. Eh bien, j'ai raté le 0. C'était en fait une chute de 30 pieds. D'accord? Eh bien, l'effet sur vous va être assez différent.
si vous sautez du toit après une chute de 30 pieds, vous pourriez ne plus être là. Et c'est ce que je crains que les États-Unis se préparent à faire, qu'ils pensent que l'Iran est complètement exposé, complètement nu, qu'il est plus faible que l'Irak ne l'était lorsque les États-Unis ont envahi en 2003, et qu'ils peuvent donc simplement faire ce qu'ils veulent avec l'Iran. C'est de la folie. Donc vous savez, il y a certaines choses qu'ils pourraient développer qui empêcheraient cela de se produire. Mais cela semble être la trajectoire qu'ils suivent actuellement. Oui, pour moi, la force de Trump résidait dans sa capacité à ignorer beaucoup de ces récits et à établir essentiellement un consensus autour de réalités fictives. Mais cette idée que c'est juste une force maximale et des menaces pour obtenir ce que vous voulez, je ne vois pas cela fonctionner avec l'Iran, cependant. Encore une fois, si l'idée principale est que l'Iran devrait être poussé à conclure un accord, mais que les accords précédents qu'ils avaient avec l'Iran ont été rompus, et maintenant, l'idée principale est que nous menaçons simplement l'Iran d'accepter un pire accord pour eux. Et d'une manière ou d'une autre, les Iraniens vont accepter cela, parce que, du moins les personnes avec qui j'ai parlé, elles suggèrent que l'Iran n'acceptera aucun accord au-delà du JCPOA, étant donné que c'était un accord dont les Américains se sont retirés. Mais si, encore une fois, si Trump dit qu'il aimerait négocier un accord, mais que s'il ne peut pas l'obtenir par la diplomatie, il est prêt à utiliser la force militaire. Je suppose que la contradiction est que si vous menacez, si vous voulez que l'Iran réduise ses capacités militaires, les menacer de le faire, il y a une contradiction là, n'est-ce pas? Eh bien, que diriez-vous de commencer par ce que les États-Unis veulent réellement? Parce qu'ils ne veulent pas revenir au JCPOA, car c'est l'administration Trump, la première administration qui s'en est éloignée. Alors, comment veulent-ils exactement développer cela? Est-ce juste les missiles balistiques? Est-ce le soutien aux alliés dans la région? Qu'est-ce que Trump veut des Iraniens? Eh bien, ce qu'il veut est basé sur ce qu'il croit. Et apparemment, vous savez, je n'ai pas eu accès aux rapports de renseignement américains et aux documents classifiés, mais ils sont tous convaincus que l'Iran est en train de construire une arme nucléaire et qu'ils vont donc l'arrêter. Maintenant, comme vous le soulignez à juste titre, l'ironie ici est que Trump propose maintenant de conclure un accord avec l'Iran qui serait essentiellement le JCPOA 2, mais sans la Russie et la Chine. Donc, vous savez, mais c'est lui qui l'a fait exploser et s'en est éloigné en premier lieu. Ce qui, vous savez, si la question est de savoir si l'Iran travaille sur une arme nucléaire, cette question aurait été facilement résolue grâce au JCPOA. Mais l'autre chose que l'administration ignore, et je crois en fait que la communauté du renseignement passe un peu à côté de cela, c'est la fatwa de l'ayatollah Khomeini de, je pense, 2003, où il disait essentiellement que c'est un péché contre Allah de construire une arme nucléaire. Et donc nous n'allons pas faire cela. Et il semblerait que les responsables iraniens de l'industrie nucléaire s'y soient conformés. Ainsi, l'art de la négociation de Trump pour faire ses menaces et ensuite essayer de vous séduire, vous savez, ça peut être bon dans l'immobilier, mais ce n'est pas productif sur le front de la politique étrangère. Et cela le fait paraître, et peut-être qu'il est instable et irrationnel. Donc, son désir de contrôler l'Iran dans ce contexte ignore certains faits critiques. Fait numéro 1, l'Iran entretient une relation militaire coopérative avec la Russie et la Chine qui remonte à 2019. À partir de 2019, la Russie, la Chine et l'Iran ont mené des exercices militaires navals annuels dans le détroit d'Ormuz et autour de la côte sud de l'Iran. Eh bien, c'est significatif parce que c'est une manière détournée de dire que la Russie et la Chine sont intéressées à aider à défendre l'Iran.
On ne peut pas ignorer cela. Maintenant, il est vrai que l'Iran a des problèmes économiques importants. Il est vrai qu'il y a des groupes d'opposition en Iran. Mais pour l'instant, les Iraniens ne sont pas la Syrie. Et c'est l'autre sorte d'hypothèse qui guide Trump. Ils croient, sur la base du succès qu'ils ont eu en Syrie en se débarrassant de Bachar al-Assad, qu'ils n'ont qu'à refaire la même chose et que cela va se produire en Iran. Je pense que c'est une hypothèse dangereuse. Oui, eh bien, vous avez tout à fait raison. Cette idée que l'on peut transférer l'art de la négociation du monde des affaires à la politique est très imparfaite. Tout d'abord, le point de départ en matière de sécurité internationale est souvent le dilemme de sécurité. C'est-à-dire que même si l'Iran a déclaré ne pas vouloir acquérir une arme nucléaire, la meilleure façon de le convaincre du contraire serait de menacer d'attaquer l'Iran. Et encore, depuis les années 2000, l'une des principales leçons erronées qui ont été diffusées dans le monde est que les pays qui ont renoncé à leur programme d'armes nucléaires, que ce soit la Libye ou l'Irak, ont été détruits. Pendant ce temps, les pays qui ont développé des armes nucléaires en secret et ont franchi le cap, que ce soit le Pakistan ou la Corée du Nord, sont en sécurité. Ce n'est donc pas un très bon signal à envoyer au monde. Mais oui, vous avez mentionné la fatwa. C'était il y a 20 ans. Je me souviens qu'il y a au moins 20 ans, j'entends Israël parler du fait que l'Iran pourrait être à quelques mois d'une bombe nucléaire. Oui, n'importe quel jour. La semaine prochaine, ça arrive. Encore une fois, cela fait 2 décennies. Mais c'est toujours le même scénario, n'est-ce pas? Nous pouvons actualiser l'ancienne histoire du garçon qui criait au loup, le Netanyahou qui criait à la bombe. Mais si Trump veut résoudre le problème avec le Yémen ou l'Iran ou quoi que ce soit dans la région, car il semble qu'il veuille vraiment mettre fin à certaines de ces guerres sans fin dans la région, en même temps, il n'est pas prêt à s'opposer à Israël, apparemment. Et l'objectif principal d'Israël semble maintenant être de pousser les Américains à entrer en guerre avec l'Iran, ce qui serait un désastre total. Alors, comment expliquez-vous cela, étant donné qu'il est si prêt à modifier toutes les relations avec des alliés qui ne sont plus précieux? Et encore une fois, je suis assez favorable à ce qu'il repense la relation avec la Russie, qu'ils n'ont pas à être un adversaire, mais il est prêt à tout bouleverser. Mais Israël est la seule chose où il ne peut pas être plus, je suppose, America First. Oui, Trump est complètement capturé par les sionistes. C'est la façon la plus simple de le dire. Ces gens croient que, à cause d'un livre écrit il y a 2500 ans, il est d'une certaine manière divinement inspiré et qu'il reflète la volonté d'un être suprême. Et cet être suprême dit « Hey, vous les Juifs, c'est votre terre. Vous êtes plus spéciaux que tout le monde, et donc vous pouvez tuer qui vous voulez, parce que c'est mon commandement. » Et vous savez, c'est ce qu'ils font. Et Trump y adhère. Malheureusement, son envoyé Steve Witkoff y a adhéré. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder l'interview complète de Witkoff avec Tucker Carlson, mais il y a des révélations fascinantes qui en ressortent. D'une part, nous applaudissons tous Witkoff quand il parle de la Russie et qu'il dit « Hey, il faut avoir une communication. » Nous devons parler aux Russes, parler aux deux côtés, les rassembler. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que nous devrions travailler. En ce qui concerne le Hamas, non, je ne leur ai pas parlé. Je ne traite avec eux que par l'intermédiaire d'un tiers, parce qu'ils sont une bande de voyous meurtriers. Maintenant, il n'a pas dit voyous meurtriers, mais il dit « Oh, j'ai vu la vidéo de propagande que les Israéliens ont créée. » Et il faisait des choses horribles. C'est tout simplement incroyable. Vous savez, Glenn, donc j'entends tout cela, et donc j'ai cherché les chiffres réels en termes de
j'ai posé la question, combien d'Israéliens les Palestiniens ont-ils tués par des actes terroristes depuis août 2000? Et le nombre est, y compris le nombre du 7 octobre, de 2755 Israéliens sur une période de maintenant presque 25 ans. Maintenant, je ne veux pas dire que la mort de 2755 personnes est insignifiante, mais c'est la réalité empirique. Now, I'm not trying to say that the death of 2,755 people is meaningless, but that's the empirical reality. So don't tell me that Hamas is some terrible... Alors ne me dites pas que le Hamas est une terrible organisation terroriste qui sème la terreur, tuant à droite et à gauche, car les faits ne le confirment pas. Et pourtant, voici Israël. Selon les données, ils ont maintenant tué plus de 60 000 civils palestiniens, dont environ 17 000 enfants, selon les estimations. Qui est le terroriste? Et pourtant, c'est avec eux que Trump prend parti. Et cela me trouble vraiment, que cela soit autorisé à continuer, que le monde reste simplement spectateur. Et nous revenons à notre point de départ. Les seuls qui se battent pour les Palestiniens sont les Houthis. Je veux dire, quand l'histoire de cela sera écrite, à certains égards, ce sera aussi accablant que ce qui a été écrit sur le fait que le monde est resté silencieux pendant que l'Holocauste se produisait. Même s'ils avaient l'information, ils savaient ce qui se passait. Ils l'ont simplement ignoré. Vous savez, Roosevelt et Churchill ont ignoré les rapports. Et quand Staline a envoyé des preuves sur le centre d'extermination de Maidan, l'Occident l'a rejeté, comme vous savez, de la propagande soviétique. Donc nous y sommes à nouveau, où nous avons des faits réels avec lesquels nous pouvons traiter. Et Trump est tellement redevable aux lobbies sionistes qu'il les soutient. Et l'autre sorte d'ironie de cela, cependant, est qu'en interne en Israël, ils se déchirent en ce moment au cours des 2 dernières semaines. Ce n'est pas comme s'ils étaient tous unis en disant « Hey, nous sommes tous ensemble là-dedans. » Mon Dieu, ils sont presque en guerre civile totale à l'intérieur d'Israël. Donc je ne vois pas comment cela peut bien se terminer pour qui que ce soit. Non, je suppose que c'est un point que je voulais aborder aussi, car ce n'est pas comme si nous choisissions ce camp contre cet autre camp. Je pense qu'à la fin, tout le monde perdra, car même Israël, ou surtout Israël, s'engage sur une voie très dangereuse. La société intérieure devient très divisée. Économiquement, ça va mal. Je suppose que plus de radicaux ont obtenu trop de pouvoir là-bas. Nous voyons des amis ou des alliés traditionnels d'Israël prendre de plus en plus de distance. Beaucoup de ses opposants deviennent de plus en plus agacés. Je sais que beaucoup de dirigeants de la région hésitent à prendre de grandes décisions, mais leur population devient assez. Cela pourrait aussi être un désastre pour Israël. C'est donc un peu un mystère pourquoi ils ne cherchent pas à réduire cela, car pour le moment, ils sont embourbés à Gaza, maintenant aussi avec le Hezbollah, et ils pourraient avoir plus de problèmes en Syrie, étant donné que cette relation n'est pas claire. Ensuite, ils ont le Yémen, et maintenant, ils vont aussi s'en prendre à l'Iran. Et tout cela, comme vous l'avez dit, alors que sur le plan intérieur, l'économie pourrait s'effondrer. Politiquement, ils se polarisent de plus en plus. Cela ne peut pas continuer. Alors, quel est l'objectif final ici? Est-ce qu'il s'agit de renverser l'Iran et ensuite tout ira pour le mieux? C'est un chemin dangereux pour Israël, cependant. C'est aussi simpliste. C'est le même genre de naïveté qui s'est reflété dans l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Donc vous savez, le groupe néoconservateur, les Paul Wolfowitz, Doug Feith et autres, et Dick Cheney en particulier avec Don Rumsfeld, se sont convaincus que tout ce que nous avons à faire est d'éliminer Saddam Hussein et nous rétablirons la démocratie dans la région. Saddam est le problème. Si nous le supprimons, tous ces problèmes disparaîtront. Eh bien, comment cela a-t-il fonctionné? Les États-Unis ont fini par déstabiliser complètement la région
et ont ensuite déclenché une guerre civile soutenue par l'Occident en Syrie. Et ce qui est si troublant, c'est que ce soit George W. Bush qui prenne la décision, ou Barack Obama, ou Donald Trump, ou Joe Biden, ils prennent des décisions qui entraînent la mort de centaines de milliers, voire de millions de personnes dans cette région. Quand on commence à compter les corps, les personnes qui sont mortes en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Libye, il n'y a aucune responsabilité pour cela. Et c'est comme si nous ne faisions même pas semblant qu'ils sont de véritables êtres humains, dignes de bénéficier d'une quelconque protection. Ils sont juste, vous savez, des pions sur le chemin qui doivent être éliminés. C'est donc cette même pensée simpliste que tout ce qu'on doit faire, mec, tout ce qu'on doit faire, c'est se débarrasser de l'Iran. Tous les problèmes proviennent de l'Iran. Au lieu de prendre du recul et de dire, vous savez, non, en fait, les problèmes proviennent d'un groupe d'Européens d'une persuasion religieuse particulière qui sont arrivés dans une région et ont affirmé qu'elle leur appartenait. Et dans le processus ont essayé de forcer les gens qui y vivaient réellement, dont l'héritage familial remonte à, vous savez, des centaines d'années, et leur prennent la terre. Vous savez, c'est le vrai problème. Le problème en Iran est que, ces Iraniens ont pris notre ambassade aux États-Unis en, vous savez, 1969, juste complètement sans provocation. Non, nous avons renversé le gouvernement et nous avons aidé à installer un shah qui était actif dans la réalisation d'actes très brutaux contre son propre peuple. Alors vous savez, tout au long de cette histoire, les États-Unis sont incapables d'accepter ou de reconnaître leurs responsabilités dans la création du chaos. Et vous savez, ce n'est pas que je déteste mon pays, mais j'ai la capacité de prendre du recul et de le regarder objectivement et de dire que faisons-nous? Nous ne sommes pas là pour apporter la paix. C'est comme si en ce moment nous voulions dépeindre l'Iran comme le sponsor numéro 1 du terrorisme, même si ce n'est pas vrai. Si vous allez mesurer les incidents terroristes en termes d'attaques et de victimes, l'Iran n'est même pas dans le top 10. Mais l'Occident, et particulièrement les États-Unis, ont soutenu et financé des groupes terroristes, des groupes qui mènent des attaques terroristes en Iran, y compris les Moudjahidines du peuple, et une grande partie des troubles qui se déroulent au Baloutchistan. Donc vous savez, c'est cette forme où ce que nous accusons les Iraniens de faire est en réalité ce que nous faisons. Et en conséquence, quand l'Iran réagit à cela, nous disons, voyez, nous l'avons prouvé. Vous savez, si je venais vers vous et que je continuais à vous donner des coups dans la poitrine, en disant, vous savez, vous êtes une menace pour le pays, et puis après, vous savez, la 4e ou 5e fois que je vous donnais un coup dans la poitrine, vous finissiez par me frapper, comme vous seriez légitimement en droit de le faire parce que j'avais déjà commis une agression sur votre personne. Alors nous dirions, voyez, Glenn est un homme violent. Eh bien, vous savez, les provocateurs, vous savez, les États-Unis, je suppose que ce que je dis, c'est que le provocateur dans cette affaire doit se retirer. Oui, c'est un problème similaire que nous avons en Europe. C'est à ce moment-là que nous avons décidé d'élargir l'OTAN pour inclure la Finlande. Les Russes ont averti. Pourquoi faites-vous cela? Nous n'avons pas de problèmes en suspens. Nous n'avons pas de conflits, pas de problème. Nous avons tout résolu après la Seconde Guerre mondiale. Si vous faites cela, nous passons d'un pays neutre à la plus grande ligne de front de l'OTAN. Nous allons devoir restaurer l'ancien district militaire de Leningrad et le placer le long de vos frontières. Cela ne sert à rien. Réfléchissez à 2 fois. Pourquoi commencer à intensifier la compétition sécuritaire? Et bien sûr, personne n'écoute. Ils entrent et sortent. Il y a 1 semaine ou 2, j'ai vu un général allemand à la télévision argumenter que, regardez, les Russes renforcent leur capacité militaire près de la Finlande.
Et c'était la preuve qu'une fois qu'ils en auront fini avec l'Ukraine, ils s'en prendront à la Finlande. Je refuse de croire qu'un général, je pense que c'est souvent de la stupidité, d'autres fois c'est de la belliquosité. Mais dans ce cas, je refuse de croire qu'un général n'était pas conscient qu'il répondrait de cette manière. Donc, il y a aussi beaucoup de tromperies en cours. Mais bien sûr, je ne veux pas non plus ignorer le fait que nous croyons parfois à notre propre propagande. Comme vous l'avez mentionné avec l'Irak en 2003, l'idée que les envahisseurs seront accueillis avec des fleurs comme libérateurs. C'est ainsi que dans chaque guerre, elle est vendue comme la liberté, que c'est la liberté. C'est une lutte entre la liberté et les autoritaires. Et pour cette raison, les gens nous célébreront pour les avoir envahis. C'est le même récit à chaque fois. C'est juste un peu surprenant quand nous croyons réellement au même récit. Et comme vous l'avez dit avec l'Iran, il n'y a pas que three Swartime Stat Store. Encore une fois, si vous regardez le renversement de Mossadegh en 1953, il y avait des intérêts pétroliers très clairs, principalement par les Britanniques. Mossadegh a été démis de ses fonctions, installant le Shah, un régime très brutal qui a duré jusqu'en 1969. Et puis ils l'ont fait retirer. Et maintenant, soudainement, oui, le gouvernement religieux en Iran est juste composé de fanatiques sortis de nulle part. Et nous n'avons rien fait de mal. Il semble juste que si nous pouvons prendre du recul et nous détacher un peu de la propagande, des solutions réelles pourraient être trouvées. Non pas que l'Iran n'ait pas aussi des problèmes et que les choses ne seraient pas parfaites, mais c'est juste, je sens que nous sommes toujours piégés par ces récits absurdes selon lesquels les ayatollahs sont juste ces radicaux fous qui sont motivés par la haine de, oui, l'Occident, le peuple juif et l'UN, NOS. C'est... ouais. Vous savez, j'ai toujours eu une place au premier rang pour beaucoup de ces événements au fil du temps. Je connaissais Paul Wolfowitz. Mon fils et son fils étaient dans le même lycée. Et donc, il y avait des moments où, vous savez, comme lors d'un match de football américain, je m'asseyais à côté de Paul Wolfowitz et nous parlions. Donc, je suis pas, vous savez, un grand ami de lui, mais vous savez, c'était une connaissance. Et il croyait vraiment à certaines de ces absurdités. J'étais à une conférence au Nixon Center à l'époque. Dimitri Sims dirigeait le Nixon Center à Washington, D.C. Il a maintenant été contraint de fuir en Russie pour sa sécurité face à l'État autoritaire américain. Mais Dimitri avait accueilli un petit groupe, environ 15 d'entre nous. James Schlesinger, l'ancien chef de la CIA, était là. J'étais là. Charles Krauthammer, un commentateur conservateur, était là. W. Patrick Lang. Pat avait été le chef de la DIA, la division Moyen-Orient de la DIA, et avait également servi comme attaché de défense au Yémen et en Arabie Saoudite. Très compétent. Et l'ambassadeur Joe Wilson, le mari de Valerie Plame, mon ancien collègue de la CIA. Et je me souviens très clairement que nous étions, vous savez, c'était comme en janvier, et nous disions, vous savez, sûrement l'administration Bush doit avoir des renseignements secrets dont personne n'est au courant, pour vraiment justifier cela, car aucun de nous ne pouvait comprendre cela. Et puis, il s'est avéré que non, ils ont inventé, ils ont menti. Et donc, même avec un groupe de personnes intelligentes comme ça autour, nous étions encore prêts à leur accorder le bénéfice du doute. C'était l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises. C'est pourquoi je ne leur accorde plus aucun doute. Vous savez, je remets tout en question maintenant parce que j'ai vu comment c'est manipulé et ce que Trump fait en ce moment par rapport à l'Iran, au Yémen, par rapport à ce qui se passe en Israël. Ce que le public entend n'est pas la vérité. Well, continuing on the topic of
Eh bien, en continuant sur le sujet de la diplomatie internationale, comment voyez-vous par contraste l'approche qu'ils adoptent envers la Russie et l'Ukraine? Parce que sur cette question, c'est un domaine où je suis assez content de voir Trump aux commandes. Car sous Biden, je voyais juste une escalade continue, surtout vers la fin de 2024, où je pensais qu'une guerre directe pourrait être assez possible avec ces missiles tirés et l'implication directe des pays de l'OTAN tirant des missiles en Russie. Je pensais que nous atteignions très rapidement la phase finale, mais il semble avoir renversé la situation. Mais comment voyez-vous la probabilité d'obtenir un accord et quels sont les principaux obstacles? Pouvez-vous obtenir le soutien des Ukrainiens ou des Européens ou est-ce nécessaire? Désolé. Eh bien, le problème, Trump, je partage votre approche de Trump en ce qui concerne la Russie. C'est bien vous savez, qu'ils disent ouvertement que la Russie n'est pas l'ennemi, et qu'il y ait des gens là-bas qui le disent, et qui essayent d'humaniser Vladimir Poutine. C'est important. Je ne sais pas combien vous suivez les médias américains, mais ce qui est si dangereux dans ce pays, et c'est le cas depuis au moins 3 ans, c'est que personne n'est autorisé. Aucun expert, aucune personne n'est autorisée sur aucun des réseaux de télévision, câblés ou grand public, comme ABC, NBC, CBS, ni dans les journaux, à présenter l'argument selon lequel la Russie a en fait une raison pour ce qu'elle fait, et à présenter le cas de pourquoi la Russie considère cela comme une menace existentielle. Il y avait des occasions où Tucker Carlson était encore à l'antenne, où il pouvait inviter Doug McGregor. Mais en ce moment, c'est une offensive de propagande unilatérale. Donc Trump est en quelque sorte un saumon nageant à contre-courant de cela, parce qu'il est critiqué pour avoir cédé à Poutine, être une marionnette de Poutine, être un atout de la Russie. C'est un mensonge flagrant, mais je l'accueille. Cependant, je ne pense pas que l'équipe de Trump comprenne encore pleinement que Vladimir Poutine, dans son discours qu'il a présenté au Conseil de sécurité nationale et au ministère des Affaires étrangères en juin 2024, a exposé exactement quelles sont les exigences de la Russie. Et ce sont des points non négociables. Que l'Ukraine doit se retirer des nouveaux oblasts fédéraux de la Russie, qu'il doit y avoir un gouvernement légitime en Ukraine, ce qui signifie de nouvelles élections, et que l'OTAN et les États-Unis doivent suspendre leur soutien. Il ne revient pas là-dessus. Et j'ai posé cette question spécifiquement à Sergei Lavrov, vous savez, il y a 3 semaines hier quand j'étais à Moscou avec le juge Napolitano et Marion Defoe. Et j'ai demandé, vous savez, au ministre des Affaires étrangères Lavrov, y a-t-il une quelconque divergence entre vous et Vladimir Poutine à ce sujet? Absolument pas. Et si vous écoutez le ministère des Affaires étrangères, que ce soit Lavrov ou Ryabkov, Peskov est le porte-parole de Poutine, Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ils ne se sont pas, vous savez, écartés de cette idée. Les États-Unis pensent qu'ils plaisantent. Oh, nous pouvons les convaincre de reculer. Ils ne vont pas reculer de cela. Et en fait, au cours des 2 dernières semaines, ce que fait Poutine, il est le diplomate accompli dans ses relations avec Trump. Et j'espère que les négociations continueront. Mais Poutine a clairement indiqué que si l'Ukraine ne se rallie pas dans les 2 à 3 prochaines semaines, il y aura une nouvelle demande sur la table de la part de la Russie, qui inclura la Novorossia. Et cela signifie essentiellement que tout le long du fleuve Dniepr, y compris sur la rive ouest du Dniepr, jusqu'à et y compris Odessa et toute la côte de la mer Noire, sera la nouvelle ligne rouge de la Russie. Donc au moins ils discutent. Mais c'est là que nous arrivons au Moyen-Orient, où ce qui se passe avec l'Iran entre en jeu avec la Russie. La Russie et l'Iran ont signé cet accord le 17 janvier, l'accord de sécurité. Maintenant,
Ce n'était pas un pacte explicite de défense mutuelle, mais le langage utilisé à l'égard de ce que la Russie fera en vertu de l'article 51 si l'Iran est attaqué, dit essentiellement que la Russie viendra à leur défense. Et toute attaque des États-Unis, je crois, contre l'Iran pourrait complètement faire dérailler les discussions entre les États-Unis et la Russie concernant l'Ukraine. Il y a cette supposition que la Russie ne ferait rien pour soutenir l'Iran parce qu'elle ne voudrait pas compromettre sa relation avec les États-Unis. Mais encore une fois, les États-Unis envoient actuellement des armes à l'Ukraine et fournissent des renseignements, ce qui tue des Russes. Pendant ce temps, oui, absolument. It's no, it's a very delicate moment in time though, because it shows also what diplomacy can actually achieve. As again, a few months ago, there was a real chance of an actual nuclear exchange between the Americans and the Russians, and now suddenly all the Russians. Et maintenant, soudainement, tous les Russes avec qui je parle, dont beaucoup ont presque un pied au Kremlin, disent tout la même chose, qu'il s'agit maintenant d'une opportunité historique pour réorganiser la relation avec les Américains. Mais cela pourrait très vite mal tourner s'il n'y a pas de reconnaissance des intérêts de l'autre côté. Et je pense qu'une erreur clé qui est commise, et ce n'est pas seulement les États-Unis, je pense que ce sont aussi les Européens, c'est l'hypothèse que les Russes seraient prêts à essentiellement poignarder les Iraniens dans le dos s'ils pouvaient obtenir un bon accord de l'Occident. Oui. Mais c'est en partie la faute des Russes aussi, car pendant de nombreuses années, lorsque leur grand objectif était ce qu'ils appelaient la Grande Europe, c'est-à-dire prioriser l'intégration avec l'Occident, ils traitaient souvent leurs partenaires à l'Est, que ce soit l'Iran ou la Chine, presque comme une monnaie d'échange pour obtenir un bon accord avec l'Occident. Mais cela a fondamentalement changé, au moins depuis 2014, lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'y aurait jamais de Grande Europe, et ils ont commencé à adopter ce qu'ils appellent maintenant la Grande Eurasie. Dans cette nouvelle construction, ils ne vont pas échanger les Iraniens ou les Chinois pour un accord avec les pays qui essayent de les détruire maintenant. Donc, je ne vois aucune chance que les Russes signent un accord où ils poignarderaient les Iraniens dans le dos et les trahiraient essentiellement pour un meilleur accord. Cela ne signifie pas, désolé. Je voulais juste dire que la Russie ressemble un peu à cette histoire de l'éléphant attaché. Donc vous savez, quelqu'un vient et voit cet énorme éléphant, et il y a juste une corde, une fine corde attachée autour de son pied, et pourtant il ne bouge pas. Il pense qu'il est piégé. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que depuis sa naissance, ils ont immédiatement mis de lourdes chaînes sur l'éléphant. Et à mesure que l'éléphant grandissait, il continuait à avoir cette chaîne jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils attachent une corde. L'éléphant avait été conditionné à croire que tout ce qui était attaché à sa patte signifiait qu'il était attaché, qu'il était capturé, il ne pouvait pas bouger. C'est un peu ce qu'était la Russie jusqu'au début de l'opération militaire spéciale. Et vous avez raison de dire qu'après 2014, ils ont commencé à devenir fous. Et l'Occident se dit, vous savez, on ne peut pas leur faire confiance. Mais vous n'avez pas eu la rupture totale où l'éléphant s'assoit, tire et casse cette corde et se dit, vous savez quoi, je ne suis plus captif de cela. C'est ce que j'ai vu se produire en Russie au cours des 3 dernières années. Ils ont réalisé qu'ils ne seraient plus pris en otage par l'Occident. Dans tous les sens du terme, ils vont tracer un ordre économique indépendant qui nous amène dans les BRICS. Ils forgent cette nouvelle relation avec la Chine d'une manière qui n'a jamais existé auparavant dans l'histoire. Et pendant qu'ils font cela, l'Occident continue de fonctionner avec des suppositions.
Et j'ai entendu plusieurs personnes dire ceci. Oh, il n'y a aucun moyen que la Russie reste vraiment en partenariat avec la Chine. Nous allons simplement les séparer, et ensuite, la Russie sera avec nous, et nous pourrons alors attaquer la Chine. Je le crois vraiment, Glenn. Je veux dire, je ne peux pas assez insister sur le fait que les personnes qui occupent des postes de décision dans le gouvernement américain croient à ces absurdités. C'est pourquoi je pense que nous assistons aujourd'hui à un nouveau type de Russie. La Russie a en quelque sorte dit « Hé, je n'ai pas besoin de ces gens, et je peux en fait être autonome ». Je pense que c'est ce que nous avons vu se produire au cours des 3 dernières années. Et c'est sur le sujet des récits dangereux. Je pense que c'est aussi un faux récit auquel nous avons adhéré nous-mêmes, qui est l'idée que, eh bien, nous isolons la Russie, imposons des sanctions, et à un moment donné, quand nous voudrons conclure un accord, ils seront juste désireux de revenir vers nous et de trouver un accord, même s'ils savent que nous pourrions imposer des sanctions à tout moment. Mais encore une fois, je pense que vous avez raison. C'est la principale leçon qu'ils ont apprise. Ils sont capables de diversifier leur connectivité économique. Ils sont capables de se découpler et de réduire cette dépendance. Et en effet, Poutine a récemment prononcé un discours où il a soutenu que les sanctions ne disparaîtront pas. Et même s'il y a un excellent accord avec les États-Unis, toutes les sanctions sont levées, ce qui ne sera pas le cas. Elles pourraient simplement être rétablies immédiatement. Et je pense que vous avez fait référence à l'amendement Jackson-Vanik. Cela date de 1964 d'ailleurs. Il a été imposé à l'Union soviétique parce qu'ils ont mis des restrictions sur le départ des Juifs de l'Union soviétique. Quelque chose dans ce genre. Ils étaient éduqués en Union soviétique, donc ils devaient rembourser une certaine somme s'ils voulaient partir. Encore une fois, rien que je n'aurais soutenu, mais cela dit, c'était en 1974. Ils ont maintenu ces sanctions jusqu'en 2012, et quand ils l'ont finalement abrogé, ce n'était pas correctement abrogé. Cela a juste été remplacé par la loi Magnitsky. Alors finalement, le mettre à jour avec quelque chose de nouveau, vous savez, lié, étant donné que c'est 40 ans plus tard. Mais c'est un peu choquant. Donc, de leur point de vue, les sanctions ne vont pas disparaître. La raison pour laquelle le Jackson-Vanik est resté si longtemps, c'est parce que c'est un moyen de contrôler la Russie. Donc Poutine, en fait, dans ce discours, a rassuré les entreprises locales qui ont comblé les lacunes lorsque l'Occident s'est retiré, et aussi ses partenaires des BRICS, qui ne seraient pas sacrifiés dans un nouvel accord avec l'Occident. Toute nouvelle coopération avec l'Occident devrait être plus ou moins aux conditions de la Russie, qu'ils doivent protéger leurs propres industries et aussi leurs partenaires précieux qui ne les ont pas trahis. C'est donc une hypothèse très différente de celle que nous avions avec l'unipolarité des années 90, où tout le monde devait revenir en courant. Je pense que c'est là qu'une énorme erreur pourrait être commise avec les Russes, car nous surestimons l'influence que nous avons dans ces négociations. Mais juste pour une dernière question, voyez-vous Trump réussir dans cette entreprise? Est-il prêt à un moment donné à céder aux exigences russes? Étant donné que les Russes ne vont pas montrer beaucoup de flexibilité, ou en effet, ils perçoivent qu'ils n'ont pas de flexibilité, étant donné que cela est considéré comme une menace existentielle pour eux. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il réussira. J'espère qu'il le fera. J'espère me tromper. Les gens diront « Johnson, tu es un idiot. Tu t'es trompé. » Super, merveilleux. Le monde serait un meilleur endroit. Mais, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi l'explosion médiatique qui se déroule actuellement à propos de ce signal, ce chat textuel, sur le Yémen. Ils tiennent des audiences complètes. Je veux dire, ils attaquent. Trump leur a donné quelque chose sur quoi ils peuvent l'attaquer. C'est le numéro 1.
Numéro 2, l'arrogance de Trump, où je comptais vraiment, disons, il y a 3 semaines, 4 semaines, qu'il était sérieux à l'idée de devenir le président de la paix. Et en tant que tel, ce qu'il aurait pu faire avec Israël, c'était contraindre Israël à entrer dans de véritables négociations avec le Hamas. Mais il ne peut pas faire ça. Il ne le fera pas parce que le Hamas est une organisation terroriste maléfique et Israël fait partie du plan de Dieu pour l'éternité. Par conséquent, il faut suivre le plan de Dieu. Donc quand vous suivez ce chemin, rien de bon n'en sortira. Cela, je crois, va mener à une confrontation inévitable avec la Russie et avec la Chine. Et donc, en quelque sorte, en toile de fond de tout cela, il y a cette animosité envers la Chine, parce qu'il y a des gens dans l'administration Trump, comme Elbridge Colby, le petit-fils de William Colby, l'ancien chef de la CIA, qui veulent faire un pivot loin de l'Ukraine pour s'en prendre à la Chine. Et vous savez, cela est devenu absurde. Vous savez, la Chine, par exemple, avec la Russie, représente 90% de l'antimoine, ce minéral de terre rare. L'antimoine est un ingrédient essentiel dans la production d'armes militaires, en particulier les obus d'artillerie. Donc les États-Unis ont imposé des sanctions à la Chine. La Chine réagit en disant « D'accord, plus d'antimoine pour vous », ils l'ont coupé. Eh bien donc, vous savez, voici Trump qui dit « Oui, nous allons développer notre industrie ». Sauf que vous ne pouvez pas développer votre industrie quand vous n'avez pas les éléments critiques dont vous avez besoin pour faire fonctionner l'industrie. Et c'est ce que je dis. Personne ne prend du recul pour réfléchir à cela de manière stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est? À quel point sommes-nous dépendants de la Chine? Et peut-être avons-nous d'autres alternatives au lieu de menacer de guerre et de violence. Vous savez, au lieu de bombarder le Yémen, ce que Trump aurait pu faire, c'est aller en Israël et dire « Hey, vous allez mettre en œuvre cette deuxième phase du cessez-le-feu, où je retire tout soutien à vous. Nous n'allons pas continuer à vous permettre de massacrer des hommes, des femmes et des enfants. » Si Trump avait fait cela, oui, cela aurait créé des troubles au sein de la communauté juive, mais cela aurait arrêté les tueries, et cela les aurait mis sur la voie de la paix. Mais au lieu de choisir la paix, il a choisi la mort, et j'ai peur que ce soit sa perte. Je pense que les gens sous-estiment l'importance du contrôle de la Chine sur ces minéraux de terres rares. Comme vous l'avez dit, avec l'antimoine, l'offre ne représente de toute façon que les 2/3 de la demande. Compte tenu de cela, il est logique que la Chine impose des restrictions à l'exportation, surtout lorsqu'elle cherche à cibler les Chinois. Je me souviens de Keith Kellogg, qui est devenu un envoyé pour Trump il y a environ 2 ans et demi. Il était sur ce panel où il a dit « Oh, c'est le summum du professionnalisme. Nous utilisons les Ukrainiens pour éliminer les Russes afin que nous puissions ensuite nous concentrer sur l'élimination des Chinois. » J'ai même mis la vidéo de ce panel sur Twitter. Et puis il m'a répondu sur Twitter en disant « Oh, c'est du Sun Tzu, vous savez. » Et puis plus tard, maintenant ils disent « Wow, les Russes et les Chinois se rapprochent un peu trop. Nous allons devoir amener les Russes et ensuite nous nous attaquerons aux Chinois. » Mais ils ont fait la même chose la dernière fois. Ils ont essayé de séparer les Russes des Chinois, essayé d'obtenir l'aide des Chinois pour vaincre les Russes, afin d'affaiblir la Russie, pour leur mettre la pression. Même s'ils ont dit ouvertement qu'ensuite nous allons vous prendre. Et maintenant il semble qu'ils vont faire l'inverse. Nous faisons en sorte que la Russie se sépare un peu de la Chine, puis peut-être que nous pouvons prendre les Chinois, et ensuite nous nous occupons des Russes. Je veux dire, c'est juste, oui, ce n'est pas un grand plan. Pas Sun Tzu au moins. Eh bien oui, c'est machiavélique, probablement une description plus appropriée.
Mais vous savez, le véritable motif n'est pas celui de la paix. Voyons comment nous pouvons, vous savez, la Russie et la Chine ont leurs propres problèmes internes, politiquement. Je ne prétends pas qu'ils soient des utopistes. Mais les États-Unis ne semblent pas engagés à réellement permettre l'existence d'un monde où la guerre n'est pas au centre. Notre économie dépend tellement de ces entreprises militaires, les Raytheon, les Lockheed Martin, les General Dynamics. Nous sommes comme un accro au crack. Nous ne pouvons pas nous en détacher. C'est une addiction. Mais contrairement à l'ancienne chanson de Robert Palmer, Addicted to Love, mec, nous sommes accros à la guerre. Larry Johnson, merci beaucoup pour votre temps. Je l'apprécie. Salut Glenn Deason, merci. You.